François, on n'a pas parlé de l'école. Alors, moi, je vais essayer de faire un lien avec ce que vient de dire Thierry Tabois. Une organisation intelligente, il a présenté son entreprise comme l'étang, disons en voie de l'être, je ne sais pas. Progressant. L'école, organisation intelligente. Et justement, Petersen, je disais, cinquième discipline, la pensée systémique est la dernière, et les cinq tout à la fois. En d'autres termes, y a-t-il une pensée systémique au sein de l'école qui va lui permettre d'évoluer et d'avoir une responsabilité sociale? J'espère. Pour l'instant, c'est vrai que c'est encore très compliqué, c'est un peu la question piège. C'est vrai qu'on essaie d'apporter des pratiques innovantes dans l'école, mais oui, avec tout ce qui se passe, plus d'ouverture, plus de formation, plus de contact avec le réel, moins de verticalité, je pense que l'école a tout pour réussir. C'est quand même le lieu de départ de la mixité sociale, mixité, même si c'est vrai qu'il y a des problèmes de carte scolaire, des choses comme ça, il y a encore moyen d'échapper, mais c'est quand même là où je rencontre, je vois pour faire les ateliers, je rencontre des publics complètement différents, où on arrive à faire un décloisonnement en amenant les élèves, les collégiens vers l'extérieur. Je prends simplement le cas, là j'ai un groupe de collégiens avec qui je fais de l'initiation à la programmation avec Scratch. On les a branchés avec la communauté internationale au niveau de Scratch, donc bon, ils ont un écho sur ce qu'ils font. On les emmène au Makerspace dans pas longtemps, ils vont participer aussi à ce qu'on appelle l'Open Bootcamp pour donc présenter leurs travaux. Et on a les familles qui sont derrière, qui pour la plupart qui suivent, alors que pourtant on est dans des milieux qui sont complètement défavorisés, quoi. Donc je vous dis tout ça, on a un meeting pot qui est super intéressant et qui est favorisé par l'école. Donc dans certains cas effectivement c'est très difficile, dans d'autres on peut s'en servir. C'est le principe du hacking. On va hacker les choses, c'est pas la peine de se dire on va faire la révolution, on va tout raser. Non, c'est comment, à partir de ce que j'ai comme moyen, même si c'est 3 fois rien, on va pouvoir changer les choses. Je prends le cas d'un collège qui m'appelait il y a pas longtemps, ils sont notés un peu partout institutionnellement, ça fait très beau, c'est le collège numérique. En fait, ils ont 6 tablettes et on leur a remis à niveau le réseau. Donc c'est 3 fois rien. Et le défi, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec ces 6 tablettes pour rendre le collège innovant et avec ce réseau. Bon, le matériel n'est pas top, mais on va s'amuser, je pense. Alors parlons de top. Jennifer, quel est ton regard justement sur cette école? Est-ce que effectivement la pensée systémique pour toi, elle est résidente, elle est présente? Alors l'école, on s'y rassemble effectivement, et la fraternité passe par le rassemblement réel, on est d'accord. Par contre, il reste quand même un modèle à inventer pour y trouver ce qu'on cherche aujourd'hui et ce dont on a parlé toute la journée. Et effectivement, est-ce que, exactement l'exemple qui vient de nous être donné, peut-être qu'on se réunit aujourd'hui à l'école, mais qu'on va trouver ce dont on a besoin en dehors de l'école, par des gens et par des actions en dehors de l'école, et qu'on y retournera pour collaborer, être dans l'égalité, la liberté et la fraternité. Du coup. Alors, sur les organisations intelligentes, on nous parle beaucoup aussi aujourd'hui, hein, dans les médias, des villes intelligentes, des smart cities, construire, aménager, traiter, exploiter la ville de demain en un véritable écosystème intelligent, pour les gens, avec les gens, c'est ce que nous avons, c'est les prospectivistes. Mais ce n'est pas la métropole qui est intelligente. Ce sont les gens, les habitants, les élus éventuellement qui font l'intelligence de la métropole. Est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser cela dans l'école en se disant une école intelligente, la Smart School, serait en fait la prise en compte de l'intelligence de ceux qui sont dans l'école pour faire l'école intelligente? Qui veut répondre? Moi, je suis super mal placé pour l'école parce que, pour le coup, c'est pas mon domaine de compétence. Je peux juste dire que sur la systémique, moi j'ai fait mes études qu'on est passé. À l'époque, tout le monde se foutait de notre gueule. C'était vraiment, ouais, c'est ça. C'était vraiment etc. Aujourd'hui, c'est devenu une nécessité. C'est-à-dire que ça y est, la complexité, tout le monde a compris. Aujourd'hui, il faut l'autonomie, l'adaptabilité très rapide, etc. Ça veut dire la connaissance de l'autre dans sa différence, ça veut dire, etc. Donc, c'est un passage obligé. Alors c'est dur pour des structures qui sont historiques, parce que forcément on a un peu de casse et que ça prend du temps.
Enfin, je pense que globalement, quels que soient les pas, on va finir par y arriver, quelles que soient les structures, parce que c'est un passage obligé. Voilà, Oui, sur l'école, je te laisse répondre. Oui, ce d'autant plus que l'organisation est complexe, mais que son environnement est aussi complexe. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de souligner. Juste deux choses par rapport à la cité. Pour l'instant, ce que je crains, c'est qu'on est encore dans ce n'est pas nous qui sommes intelligents, mais nos données. Et donc, il va falloir inventer tout un modèle autour de ça pour savoir comment on exploite justement ces données pour faire tout ça. Et il y a deux petites choses sur l'école, en fait, deux choses à virer complètement si on veut y arriver. Moi, j'imagine l'école exactement comme ce qu'on fait dans le makerspace qu'on est en train de mettre en place, qui est en fait inclus dans un espace de coworking, donc il y a plein de choses qui se passent. C'est dégager la peur, déjà, parce que la peur, je parlais tout à l'heure, la peur. Elle est partout, que ce soit la peur de se tromper, ou la peur de la note, ou même simplement la peur par rapport à Internet. Quand on s'amusait, je parlais du hacking, j'ai bien aimé la remarque de Yann ce matin qui disait parce que c'est fun. Quand on allait sur des réseaux qui étaient complètement sécurisés, on n'en avait rien à cirer, on n'était même pas forcément au courant. C'était pas pour piquer des données, mais juste parce que c'était fun de se trouver là, alors que tout le monde nous disait on n'a pas le droit, quoi. Donc il y avait ça, et puis après aussi reprend le côté le laisser faire, faire avant de comprendre, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de libre, de choses comme ça, et on attend que les conditions soient bonnes pour faire. On se posait pas la question à l'époque, il n'y avait pas encore du libre, si on pouvait y aller avec le fer à souder sur une machine, si la garantie n'allait pas sauter ou quoi que ce soit, si on avait le droit de craquer tel ou tel logiciel, de transformer telle ou telle chose, on le faisait. Donc on fonctionne actuellement dans tout ce milieu-là avec ce qu'on appelle la do-it-ocratie, c'est en gros tu veux le faire, et ben tu le fais. Allons-y. On va peut-être passer. Pardon, oui, vas-y. Vous avez une question peut-être? Non, une intervention. Bon, une remarque par rapport à cette idée d'école systémique, d'école intelligente. Enfin, en ce qui me concerne, moi, l'école intelligente, c'est celle qui s'ouvre. Et qui s'ouvre vers les associations qui sont des modèles qu'il faut intégrer à l'école avec une expertise, des compétences. Je pense que l'école intelligente, elle est là, elle est à créer autour d'un système, dans une société qui s'ouvre. Et si l'école ne fait pas le relais vers une ouverture sur le milieu associatif et des expertises, des compétences qui sont ailleurs et qui peuvent rentrer comme modèle et d'usage, eh bien, on n'aura pas gagné cette école intelligente. Et je pense que c'est vraiment vers cela qu'il faut aller. C'est le tiers-lieu. je reprends. C'est Tiaco, c'est ça. Mais on a fait un atelier récemment au Nouma sur une nouvelle forme d'apprentissage. Il y a un truc qui est ressenti dans le processus d'apprentissage des profs qui était le compagnonnage, qui était de dire finalement, mettons une UV qui soit un peu comme le stage ouvrier dans les écoles d'ingénieurs, qui soit de parcourir différents types de lieux et d'activités de manière à ce que le parcours professeur, qu'il soit instituteur, professeur agrégé, etc., ou universitaire, à un moment sorte de l'école pour aller à la rencontre de l'autre. Parce que c'est certainement un des éléments d'exclusion de la bulle. Quant aux questions de l'open data et de... Je pense que les données, là, ça devient vraiment quelque chose de clé. Je vais vous donner un exemple très concret, c'est la ville de Rennes. La ville de Rennes avait un problème de congestion dans son centre-ville. Il y a eu un appel d'offres et il y a eu plusieurs réponses. Alors, je la raconte à ma manière, il y a certainement des erreurs, etc. Mais les deux premières réponses, c'était on rajoute un tramway, genre 1 milliard. La deuxième réponse était on fait 2 voies supplémentaires, genre 3 milliards. Et le troisième est arrivé en disant si on allait voir les gros spots où il y a des arrivées et des départs, si on réfléchissait le temps et non pas la structure. Et donc ils ont été voir les collèges, les lycées, les universités, les grandes entreprises, les centres commerciaux, etc. Et ils ont demandé de décaler les heures d'arrivée et de départ. Il y a beaucoup moins de congestion à Rennes. Alors, on a très peu de temps. Pour conclure, peut-être, je vais poser une dernière question à tout le monde, à vous et puis à la salle. Le livre puis la révolution industrielle ont permis que se développe la solidarité entre les hommes et les femmes, enfin, je dis les hommes dans son insertion générale, par la diffusion des connaissances et les échanges. En quoi le numérique pourrait-il faire mieux que le livre pour faire avancer une véritable solidarité universelle? Alors moi, je vais juste dire un truc qui est très rapide et après je laisse la parole. C'est que la seule chose qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui le savoir il est externalisé. Donc la chose qui est à travailler maintenant, c'est comment on gère un savoir externalisé de manière à ce que ceux qui vont y accéder puissent l'appréhender de la meilleure façon possible avec tout l'esprit critique qui va bien. Moi je suis très proche de la pensée de Rouchkov là-dessus, qui dit que c'est bien d'apprendre aujourd'hui à apprendre aux gamins comment on gère l'image, mais ils le savent déjà. Faut pas sous-estimer nos gamins, ils savent comment on fait du morphique, d'ailleurs ils ont des applis pour le faire, ils s'amusent avec. Donc aujourd'hui ce qu'il faut leur apprendre c'est comment Google remonte l'information. Vous allez sur Dailymotion,
Si vous faites 2 fois la même demande, il y a 2 trucs différents qui vous reviennent. Donc toutes ces questions-là qui sont autour de la compréhension, non pas du code en tant que tel, même si je pense que le code est un des éléments qui permet de comprendre, hein, que ce soit Python ou les autres systèmes de code, parce que c'est une façon de penser la logique de remontée de l'information, je pense que c'est un élément nécessaire. Jennifer? Si le numérique apportera la connaissance entre guillemets, à partir du moment où le numérique fera émerger la médiation et donc la rencontre réelle en fait, de mon point de vue. François? Effectivement, il y a un manque de gestion d'information, de connaissances, quand je vois tout ce qui remonte des fois comme fausse information, des choses comme ça. Et je le vois plus sur un côté utopiste, positiviste, c'est qu'actuellement on revit la Renaissance, ne serait-ce qu'au niveau du livre numérique. Et on l'a vécu au niveau de la musique auparavant. Je me souviens quand il fallait diffuser de la musique, il fallait passer par les radios pour avoir un tampon, etc. Puis du jour au lendemain, on vous a dit, mais non, tu mets une licence et hop, dans les 5 minutes, c'est fait. Et maintenant, le livre numérique, on recommence. Plus besoin de passer par un éditeur, d'attendre X temps que le manuscrit soit lu, etc. Et ça impacte dans tous les domaines, de l'économie, de la culture, etc., de la politique aussi, ce mouvement. Donc, on est en train de tout réinventer, et je pense que c'est assez intéressant. C'est une période qui est très... c'est une expression de casse-gueule, quoi, mais il y aura beaucoup de dégâts, mais en même temps, si on arrive à rebondir efficacement, on peut avoir que des retombées positives. Juste par rapport à ce que tu viens de dire, Schumpeter a toujours parlé de destruction créatrice. Moi, j'aimerais bien qu'on arrive à penser un petit peu autrement. C'est-à-dire plutôt que de penser les plaques systémiques qui se rencontrent et qui explosent entre elles, tous autour de la table, vous avez un téléphone mobile. Tous, vous avez envie que votre téléphone mobile, qui est un objet standard de masse, vous coûte moins cher. Pour autant, il faut que l'activité humaine reprenne. Donc, je préfère l'idée de l'iceberg où finalement l'homme se projette dans autre chose alors qu'un univers ne lui permet pas sa réalisation, plutôt que de sans arrêt être en confrontation. Si on arrivait un peu à réconcilier, il y aura des dégâts, je suis d'accord avec toi, il y a des dégâts. Mais si on pouvait avoir dans cet esprit, un esprit positif qui est de dire, bah ouais, finalement, je veux dire, aller au Mali, hein, honnêtement, un canapé Ikea, ils aimeraient bien l'avoir. Hein. Donc il faut aussi penser le monde. Hein. Et ça, c'est de la production de masse. Donc cette production de masse, elle arrive à sa limite, ça c'est clair. Elle a touché son plafond de verre à plusieurs niveaux humains, j'entends, mais également sur la question de la transition énergétique. Bien sûr. Aujourd'hui, il faut retravailler ça. Ce qui est la bonne nouvelle, c'est que toutes ces petites entreprises dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont des TPE, PME, ben finalement, elles répondent à quoi? Elles répondent à ces questions-là. Elles répondent à la question de la transition énergétique. Elles répondent aux problèmes de la malvoyance, des problèmes des malentendants. Elles répondent aux problèmes de comment on irrigue mieux un territoire en Afrique, etc. Et qu'il faut vraiment aider à pousser l'émergence et la visibilité de ces nouvelles formes d'activité qui puisent par ailleurs sur les nouvelles technologies devenues légaux et faire en sorte qu'on fasse ce passage, cette transition avec le moins de dégâts possible. La salle, une dernière intervention. Tu veux intervenir, non? Oui. Juste une petite chose, ça prend 30 secondes. Par rapport à tout ça, en fait, c'est une histoire qu'on a racontée il y a pas longtemps que j'ai trouvé très bien, qui symbolise bien. C'est simplement un groupe de personnes qui est au bord de l'eau et qui voit passer une personne qui est en train de se noyer. Donc la rivière coule de plus en plus vite. Ils essaient de la rattraper, ils n'y arrivent pas. Il y a une deuxième personne qui passe, une troisième, une quatrième. Ils essaient à chaque fois, ils arrivent à en sortir quelques-uns et puis c'est par dizaines après. Donc il n'y a pas assez de monde pour justement les rattraper, les sauver. Et puis tout d'un coup, il y en a un qui se détache du groupe et qui commence à remonter la rivière. Et les autres lui disent, mais attends, qu'est-ce que tu fais? On a besoin de toi. Il fait, non, mais je vais voir pourquoi est-ce qu'il tombe dans la rivière. On peut peut-être s'arrêter sur cette histoire. Merci à tous. Merci.